Ce jeudi est dans ma mémoire. Dans le cargo qui nous ramenait vers la tristement célèbre maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, je regardais à travers de légères ouvertures, la ville défiler devant moi. Je voulais en capter le maximum de souvenirs, car je partais au bagne pour un long moment. Je ne devais en sortir selon la sentence du juge que 7 bonnes années plus tard. Ce jugement m'avait sonné comme un boxeur s'écroulant sous le violent coup de poing d'un adversaire trop fort pour lui. J'avais vu la salle vaciller, comme si j'allais perdre connaissance. Mes jambes étaient devenues molles comme du coton, elles peinaient à me porter. Je voyais les gens se mouvoir autour de moi, dans une salle du tribunal bondée à craquer comme des ombres. Des échos de voix me parvenaient comme venant d'outre-tombe. J'étais comme perdu dans un monde où tout ce qui m'entourait se mouvait comme des fantômes sur un mur. Quelques instants après cette sentence, je sentis quelqu'un me saisir au bras et m'entraîner vers une salle. Je sentais qu'il y avait d'autres personnes dans cette petite salle. Des hommes puissamment armés sont ensuite venus vociférer des instructions. Tout tremblants, nous les avons suivis jusqu'à un cargo garé dans la cour de la justice où nous fûmes balancés un à un comme des sacs. Ce camion était tout aussi lugubre, on eût dit une grosse boîte métallique motorisée. Ces quelques instants dans la cour du palais de justice avant l'embarquement me firent du bien. Le vent du plein air me souffla au visage et sembla me ranimer. J'en avais respiré de profondes bouffées comme un naufragé qui revenait à la surface des flots. J'avais tout de suite recouvré mes esprits, et j'étais très vite revenu à la triste réalité, qui était la mienne en ce moment. On venait de me condamner, et je partais en prison pour 7 longues années selon la décision du juge. J'allais être pensionnaire de cette bâtisse lugubre et sombre de la commune de Yopougon devant laquelle je passais si souvent, et que je regardais avec une certaine crainte loin d'imaginer que j'en serais un pensionnaire un jour. Le moteur du gros cargo se mit en marche, je vis défiler tous ces endroits de la commune du Plateau ensuite de la commune d'Atécoubé, qui m'étaient si familiers. Mais de l'intérieur de ce cargo pour prisonniers, mon regard sur la ville était tout autre. Aurais-je un jour la chance de refouler à nouveau les artères de cette ville? On racontait tant de choses sur l'univers carcéral que j'étais tétanisé de peur. On nous racontait que la vie était rude et les conditions de détention déplorables. À cette perspective, mes yeux se brouillèrent de larmes. Le film de ma fille de 3 ans, accourant les bras ouverts pour m'accueillir, quand je rentrais du travail chaque soir m'obsédait en cet instant. Les images étaient là, lancinantes, impossible de les chasser. Elles me rappelaient cruellement l'ampleur de la faute dont j'étais coupable. Je revis ensuite l'horrible scène de mon arrestation chez moi à la maison. Les vigoureux coups au portail qui avaient tiré ma famille du sommeil, les cris de ma femme, quand on me passa les menottes, ma fille, les yeux encore remplis de sommeil, qui se demandaient ce qui se passait, les lamentations de cette foule constituée de voisins et de curieux, qui s'étaient tout de suite formés en dépit de leur matinale, mon embarquement, tout était allé si vite très tôt ce matin-là. J'occupais un petit emploi au sein d'une entreprise de manutention dans l'enceinte portuaire. Je percevais une rémunération qui me permettait de loger et de nourrir convenablement ma famille. La vie se déroulait tranquillement pour ma famille et moi. Puis un jour, mon épouse me signifia qu'elle en avait assez de cette vie de femme au foyer. Elle voulait exercer une activité commerciale. Je n'avais aucune épargne pour lui permettre d'ouvrir ce magasin de vente de produits cosmétiques auquel elle tenait tant. Je lui expliquais la situation de nos finances, mais elle voulait sa boutique. Je n'avais qu'à concrétiser son rêve, peu importe la manière dont j'allais m'y prendre. Les jours suivants, ma femme devint d'une humeur exécrable. Elle ne m'adressait la parole qu'à demi-mot. J'étais indésirable dans ma propre maison. Elle m'évitait tant qu'elle pouvait. Plus d'une fois, elle avait abandonné le lit conjugal pour passer la nuit dans le divan au salon. Je la suppliais de me laisser le temps nécessaire, mais elle partait aussitôt dans une crise de colère me traitant d'incapable. Ses amis, me disait-elle, avaient tous dont rêve une femme, pagne, bijoux, voiture, téléphone portable dernière génération, etc., pendant qu'elle perdait son temps avec un homme incapable d'ouvrir une simple boutique à une femme qu'il prétendait aimer. Ces paroles de mon épouse fouettèrent mon orgueil d'homme. Je décidai de la satisfaire, afin de ramener la paix et l'harmonie dans ma famille, mais la méthode que je mis en œuvre pour y parvenir ne fut pas la bonne. Dans les semaines qui suivirent, les magasiniers se mirent à signaler des vols de tout genre. Des pièces de rechange neuves de gros camions, de chariots élévateurs et autres gros engins de manutention, qui coûtaient des centaines de milliers de CFA, disparaissaient à un rythme régulier. Je n'étais pas seul dans cette sale besogne. J'avais 2 autres complices, avec qui nous partagions équitablement le fruit de notre vol. L'entreprise chiffra 4 mois plus tard les pertes à plusieurs millions de francs CFA. La grande boutique de vente de produits cosmétiques de mon épouse ne désemplissait pas. Les femmes, les jeunes filles et même certains hommes s'y bousculaient. La boutique disposait de toutes les gammes de produits de beauté en vogue. Les affaires étaient si florissantes que ma femme ouvrit un grand salon de coiffure dans un magasin voisin qui venait d'être libéré au rez-de-chaussée d'un immeuble. Ces 2 business lui rapportaient énormément. Elle jugea que la petite maison de 2 pièces que nous occupions avec notre fille était subitement exiguë. Elle trouva une immense villa à Vridicité et on y aménagea. Ma femme avait tout réglé.
Mon maigre salaire ne suffisait pas à lui seul à régler ne serait-ce que le loyer mensuel de cette villa, mais ma tendre épouse me signifia que je n'avais pas à craindre. Elle gagnait énormément désormais, elle s'en chargerait. D'ailleurs, son troisième business, une boutique de vente de robes pour mariés ouvrait dans 2 semaines. Mon épouse roulait sur l'or. J'avais réalisé le projet de ma femme, et je décidais de ne plus rien dérober au sein de mon entreprise, mais ce n'était pas le cas de mes 2 autres collègues, qui y avaient pris goût. Leur train de vie avait totalement changé. Les mois suivants, ils s'offrirent le luxe d'acquérir des véhicules personnels d'occasion, pendant que les vols s'intensifiaient. Les bruits de couloirs commençaient à courir, sur leur nouveau train de vie. Le rythme des vols s'accélérait, et surtout la valeur des pièces qui disparaissent, était de plus en plus importante. Avec l'aide de fins limiers de la police, l'entreprise avait décidé de mettre fin à tous ces vols. Elle avait été infiltrée par des officiers de police en civil, que nous avions pris pour des collaborateurs extérieurs de la société, comme on nous les avait présentés. Minutieusement, ceux-ci avaient mené leur enquête. Ils étaient même remontés jusqu'aux revendeurs, à qui les pièces dérobées étaient revendues. Le reste fut pour eux un jeu d'enfant. Ils remontèrent facilement à moi après avoir mis le grappin sur mes 2 collègues et acolytes, qui ne se firent pas prier pour me désigner. Les images des caméras de surveillance installées discrètement ne laissèrent l'ombre d'aucun doute. C'était flagrant. Je les avais pourtant mis en garde sur les risques à continuer à dérober des pièces, mais le mal était déjà fait. Après l'humiliation de notre arrestation, dont la nouvelle avait fait le tour du périmètre portuaire, la condamnation était enfin tombée. Nous avons plaidé coupables, et avons été condamnés à la même peine assortie de fortes amendes à titre de dommages et intérêts au profit de notre employeur. Après les premières semaines, je commençais à m'adapter à mon nouvel environnement. Je recevais régulièrement les visites de ma femme au cours des 2 ou 3 premiers mois. Elle m'apportait des photos de notre fille que je regardais à longueur de journée. Le séjour carcéral à la Maca est très rude, mais je tenais le coup pour ma fille. Après 1 an d'incarcération, je ne revis plus mon épouse. Ma famille que j'avais abandonnée pour ne m'occuper que de ma femme, me laissa à mon triste sort. Je ne leur en voulais pas. J'avais juste ce que je méritais, et j'étais le seul responsable. Mes codétenus devinrent ma seule famille, et nous nous soutenions pour tenir dans cet univers, où l'on perdait facilement tout contrôle, si on n'était pas fort dans la tête. Le temps me parut une éternité, je savais qu'à ma sortie de prison, ma fille aurait 10 ans. Que penserait-elle de moi? Comment me jugerait-elle? Que lui avait dit sa mère, pour justifier ma longue absence? Son regard innocent, le jour de mon arrestation hantait mes nuits. Je l'avais privé de l'amour paternel en voulant satisfaire à tout prix le chantage dont j'étais l'objet de la part de sa mère. Mais le comprendrait-elle ainsi? Je finis par accepter que mon épouse avait mis une croix sur notre relation. J'acceptais cette idée sans trop de mal, la seule chose qui comptait désormais pour moi, c'était ma fille. Après 6 longues années et 8 mois d'incarcération, je recouvrais la liberté avec un seul collègue. Le 3e avait perdu la vie au bout de notre 5e année de détention des suites d'une tuberculose. Ma sœur cadette m'attendait à la sortie. Si j'avais tenu tout ce temps, c'était grâce à elle. Elle avait fini par me pardonner au bout de 3 années de prison, et me rendait visite souvent. Quand je lui posais des questions sur ma femme et ma fille, elle détournait le regard. Sous le feu de mes questions, elle m'avait signifié que mon épouse avait déménagé avec ma fille. Ses affaires prospéraient, et elle était devenue une puissante femme d'affaires. Elle s'arrêtait là un peu gênée. Je n'étais pas dupe, je comprenais que ma femme avait refait sa vie avec un autre. Le fait de savoir que ma fille allait bien me redonnait du baume au cœur. Le lendemain de ma libération, je fis un tour où elle avait ses affaires. Je trouvais de nombreuses jeunes filles affairées à satisfaire une nombreuse clientèle à majorité féminine, dans le magasin de produits cosmétiques. Nous étions un samedi matin, et le salon de coiffure, qui était également l'une de ses affaires, était rempli de jeunes dames, qui donnaient les dernières touches à la coiffure de jeunes mariés. Personne ne savait qui j'étais, et je ne reconnaissais aucune des filles qui travaillaient pour elles quand j'allais en prison. Elles étaient toutes nouvelles pour moi. On me signifia que la patronne était en voyage d'affaires hors du pays, et qu'elle reviendrait dans 1 semaine. Assis non loin de là dans un kiosque à café, je passais une bonne partie de la journée à regarder les allées et retours de la clientèle qui ne cessait d'affluer. Combien de boutiques avait-elle maintenant? Beaucoup d'autres certainement. Je voulais juste revoir ma fille. Après plusieurs heures, je décidai de me renseigner auprès d'une coiffeuse sans éveiller son attention. Mais je la vis aussitôt méfiante, quand je demandai à me rendre au domicile de sa patronne. Devant sa méfiance, je lui racontai ma mésaventure. Elle s'éclipsa dans le salon climatisé, et en ressortit au bout de 20 minutes. Des têtes poussèrent discrètement la porte vitrée du salon pour me regarder avant de disparaître. Finalement, une qui paraissait la plus âgée, vint me tendre une adresse sur un bout de papier. Mon cœur fit un bond. L'adresse était dans un quartier huppé de Cocody. Je retrouvai tout de suite ma sœur qui m'avait accordé son toit le temps de trouver une occupation. Le lendemain, elle m'accompagna à l'adresse indiquée. Après de brefs échanges à l'interphone, un homme vint ouvrir. Il me toisa du regard. C'était certainement le nouvel homme de ma femme.
La résidence était d'un luxe insolent. Dans l'entrebâillement, je vis arriver une belle jeune fille d'une dizaine d'années. Elle avait gardé les traits de mon visage, je n'eus pas de doute, c'était ma fille. Elle tenait par la main un petit garçon d'environ 3 ans qui demandait si c'est maman qui était de retour. À la vue de ma fille, j'éclatai en sanglots. L'homme était là ne sachant quoi dire. Je le sentais hésiter à nous autoriser à entrer. Il nous reçut sur le pas de la porte et nous demanda de revenir quand son épouse rentrera de voyage. Ma fille m'avait regardé, se demandant qui était cet homme qui avait éclaté en sanglots après l'avoir appelé par son prénom. Elle ne le connaissait pas pourtant. Ma sœur me prit par la main et nous rebroussâmes chemin. L'homme nous regarda nous éloigner dans la rue de cette cité où il n'y avait que de luxueuses résidences. J'étais allé en prison pour satisfaire son rêve et elle n'avait pas attendu la fin de ma peine pour refaire sa vie. Je me sentais trahi, désespéré et honteux de moi-même. Que vais-je lui dire à son retour de voyage ? Je ne ressens aucun sentiment de haine pour elle. La prison avait effacé ce sentiment qui m'avait rongé depuis qu'elle avait cessé ses visites. Comment vais-je recoller les morceaux avec la seule qui compte désormais pour moi, ma fille ?